merci d'être là. Donc, merci au ministre Marcello d'avoir tenu parole. Et quand je lui ai parlé de l'idée d'un débat sur le loup, il a tout de suite toqué et il a dit qu'il le ferait. Et aujourd'hui, on est là, je vous remercie vraiment. Et vous avez un vif intérêt pour la prédation. Merci également aux trois autres intervenants. À la droite du ministre Jean-David Labelle, qui pilote le réseau Biodiversité de France Nature Environnement, qui est membre du groupe national Loup. Merci de vous être libéré, vous venez de la Drôme. Juste à votre droite se trouve Claude Font, qui est secrétaire de la FNO, Fédération Nationale Ovine, éleveur de brebis. Vous êtes installé, je crois, Claude, à Ozon, à proximité de Brioude, en Haute-Loire, et vous êtes en charge du dossier de prédation pour la FNO. Et d'ailleurs, si vous êtes tous les deux à côté, c'est pas un hasard, parce que c'est au groupe national Loup que vous vous trouvez souvent à côté. Et il paraît que quand il y a des réunions avec les préfets qui connaissent la prédation, il y en a 53 maintenant en France, on reviendra sur ces chiffres, eh bien, vous êtes souvent placés à côté et vous intervenez pour donner des informations. Enfin, c'est intéressant, vous avez des points de vue différents, mais vous arrivez à vous parler, ce qui prouve que c'est important aussi. L'objectif de cette table ronde, c'est d'expliquer la situation, qui est un dossier passionnant et aussi très passionnel, et de voir, de trouver les solutions. Et à ma gauche, enfin, Thomas Pfeiffer, doctorant à l'Université de Strasbourg. Vous êtes fondateur de la Maison du Loup. C'est une association de protection du loup en Alsace et aussi qui existe en France. Et vous êtes membre du comité loup massif du Jura. Alors, monsieur le ministre, vous êtes hôte de ces lieux, donc à vous l'honneur pour commencer les questions. Le plan loup est actuellement en discussion. Le plan loup 2024-2028. Quel est, avant de voir les objectifs de ce plan loup, quel est le bilan de celui qui s'achève? Bon, c'est difficile. Pardon, bonjour à toutes et à tous. Je devrais être là au rendez-vous, effectivement, d'un engagement que j'avais pris. Justement, le travail qui est en train d'être fait, je ne veux pas présenter le débat là-dessus, je voudrais simplement un sentiment. Le travail qui est fait aujourd'hui est d'abord un travail, par le souhait de ceux qui sont les plus impliqués dans le plan loup, d'évaluation de ce qu'est le plan loup. Alors on pourrait se contenter d'ailleurs de regarder les statistiques de la population telle qu'évaluée, en se disant, si le registre, c'est le registre de la population de loups, par rapport à l'état initial qui était connu, on pourrait se dire, c'est de ce point de vue-là plutôt des objectifs, si tant est qu'il y ait des objectifs, parce que je pense qu'il y a toujours eu une espèce de flou sur les objectifs, il me semble que c'est un élément d'incompréhension pour certains acteurs. De ce point de vue-là, la population, elle a plutôt été en croissance, en nette croissance. De ce point de vue-là, c'est plutôt une réussite. Après, pour moi, le plan loup, et c'est peut-être là-dessus qu'il faudra qu'on essaie de travailler dans le futur, c'est l'objectif, c'était d'ailleurs, il s'appelle, je pense souvenir, il s'appelle plan loup et pastoralisme, hein, on me souvient. Depuis le début, d'ailleurs. Tout à fait, depuis le début. Quasiment depuis le début. Troisième. Le sujet, c'est d'ailleurs un peu notre discussion, c'est la question pastorale, qui est une question du pastoralisme, qui est une question qui est, comment dirais-je, interrogée sur la question dans le cadre de la présence du loup, avec quand même deux registres. Il y a une nouveauté quand même dans le nouveau plan loup qui est en train d'être travaillé. Nous avions une population qui était plutôt cantonnée sur 10-15 départements, on va dire une quinzaine, 15-20 départements. Et c'est la dynamique de population et c'est la dynamique d'une certaine façon attendue, hein, qui est celle d'un loup qui, compte tenu de son caractère très adaptable, d'atteindre bien plus de départements, puisqu'on est désormais sur 52 ou 53 départements où la présence du loup est avérée. Donc la nouveauté qu'on a, c'est que ce qui s'était construit sur un type d'élevage, le type de pastoralisme, vient maintenant impacter d'autres types d'élevage. Je poursuis néanmoins, je voulais juste dire que la question du bilan du plan loup, c'est à la fois le bilan sur le loup, le bilan sur le pastoralisme, et puis il y a un sujet qui est le sujet central à la vérité. En tout cas, vous ne trouverez jamais sur le chemin de remettre en cause la présence du loup. Évidemment, pas plus les activités de pastoralisme. La question, c'est la compatibilité, premier élément, et l'acceptabilité. C'est ça qui est le sujet qui est devant nous. On est à un seuil de population, et à un moment, le degré d'acceptabilité, je ne vous raconte pas le nombre de fois où je reçois des SMS de gens qui me montrent ici une brebis, là,
un bovin, et il y a une forme d'incompréhension d'un certain nombre d'éleveurs qu'il faut entendre pour essayer de trouver des solutions. Donc je pense que le plan loup, et je ne vais pas préempter, mais on en parlera parce qu'on va y travailler, et vous y travaillez déjà, c'est de se mettre dans la situation de rendre acceptable la présence du loup, parce que c'est l'intérêt, non pas du ministre de l'Agriculture, c'est l'intérêt du loup et c'est l'intérêt des éleveurs. Parce que je ne connais pas de sujet comme ça qui se fasse dans la confrontation, et Dieu sait s'il y en a sur ce sujet-là, y compris pour l'intérêt de l'espèce. Parce que si vous avez une population qui est hostile à ce cran-là, dans ces territoires-là, vous avez un problème. Et vous avez un problème, pas que pour les populations, vous avez un problème pour le loup. Et c'est un objet de préoccupation qu'on peut peut-être partager. Donc voilà, le bilan, si on est sur les effectifs, on le voit, il est sous les yeux. Si on est sur le pastoralisme et le degré d'acceptabilité, compte tenu en plus de la dynamique géographique de population, on a un sujet qui est un sujet qui monte dans beaucoup de départements. Alors il y a des départements qui en ont vu un, qui s'en font, parce qu'il y a tout un imaginaire autour du loup, je parle sous votre trait, parce que vous connaissez ça aussi très bien. Il fascine partout, positivement ou négativement, le loup fascine. Donc vous avez les départements qui l'ont juste aperçu, il n'y a pas de dégâts, mais déjà ça met en crainte et en difficulté. Il y a des départements où il y a déjà des attaques qui sont nouvelles, avec des agriculteurs, des éleveurs qui découvrent la prédation. Et c'est pas la même chose dans le département des Hautes-Alpes que dans les départements franc-comtois, où maintenant arrivent sur des populations de bovins, c'est pas du tout les mêmes attaques comme nature, et là on a un sujet, honnêtement on a un sujet. Voilà ce que juste pour répondre à cette question. Merci bien. Une question d'actualité, hier vous étiez dans l'Ariège. En Ariège, ça s'est passé comment? C'était aussi pour la prédation, donc là c'était plus l'ours, mais bon, c'est pas le sujet, mais donc c'est quand même la prédation, c'est quand même le pastoralisme. À l'automne dernier, vous étiez dans une estive, là dans les Alpes, et par rapport à des éleveurs prédatés par le loup. Alors, pourquoi votre intérêt pour la prédation et pourquoi votre intérêt pour le loup? Je saurais vous dire, j'ai trop lu le petit chaperon rouge, mais... Pourquoi? Parce que je pense que c'est très symbolique de l'incompréhension entre ce que demande la société et ce qu'on perçoit dans l'agricole. Donc, si on arrivait d'une certaine façon, et c'est l'espoir que je nourris, on arrivait à se comprendre sur le sujet, on est bien dans deux mondes qui n'arrivent pas à se comprendre et des injonctions qui peuvent paraître contradictoires, en particulier au monde agricole. Et donc je trouve que c'est très symptomatique de sociétés avec un S qui ne se comprennent pas, avec le sentiment qu'on demande à des éleveurs de faire des choses qu'ils ne savent pas faire face à ce prédateur, et puis une demande sociétale qui est plutôt de préserver l'une des formes de la biodiversité qui est le loup. C'est pour ça que, et on va dire, c'est pas plus que je suis ministre, que quand j'étais président du groupe du modèle, le premier déplacement que j'ai fait comme président du groupe, c'était en Isère et c'était sur le loup. Parce que je ne voulais pas me résoudre dans la caricature de c'est avec ou sans loup. C'est avec loup, mais comment avec? C'est ça ma question. Y compris devant des éleveurs, ce qui n'est jamais plus commode, j'avais plutôt dit c'est pas ça le sujet. Si on est sur le combat sans éradication du loup, on n'est pas sur le bon combat. Sur le fond et sur la forme. Et donc j'ai été voir parce qu'il y a un sujet, moi je pense, qui est central, c'est que, y compris moi, pour être très honnête, quand on n'est pas, là je suis entouré de gens qui sont des experts du sujet, d'abord il faut connaître, savoir un peu comment ça marche, comment ça fonctionne. Deux, on a longtemps cru que l'indemnisation résolvait le problème. Tu perds une brebis, je te donne tant, dans l'opinion publique, hein, je ne veux dire pas les gens qui sont autour de la table, mais dans l'opinion publique, c'est ils sont indemnisés. Tout, il perd une brebis, il est indemnisé de sa brebis. C'est le paiement pour service environnemental, si je peux dire. Et à la vérité, c'est pas ça le sujet du tout. Enfin, le sujet de l'indemnisation est un sujet devant nous, mais j'étais hier avec des éleveurs qui avaient été victimes de dérochement d'ours. 3 ans après, les gars pleurent encore. Hein. Si on n'est pas capable de sentir ça, de le verbaliser et d'en être un peu les porte-parole, non pas pour dire il faut éradiquer ou faire de la démagogie de comptoir, mais juste pour dire on a vu que c'était un problème, que c'était pas simple et qu'on vous demande quelque chose qui est difficile à tenir. Si on ne sait pas faire ça, on n'est déjà pas en posture d'essayer de trouver les voies du dialogue. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à la question de la prédation, parce qu'il y a quelque chose, c'est vécu comme une forme d'impuissance
de l'action publique et impuissance pour eux, c'est-à-dire qu'on les laisse face à la question de la prédation et ils le vivent comme une offense à la vérité. Et donc on a besoin de travailler, c'est pour ça que je me suis intéressé à ça, parce que il faut que quelqu'un verbalise leurs difficultés, non pas pour dire vous avez raison en tout, mais pour dire on va essayer de trouver des chemins et c'est compliqué, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et deux, hier sur l'autre, alors c'est très particulier parce que c'est quand même pas du tout le même sujet que le loup, c'est pas du tout la même population, c'est pas, il n'y a pas de régulation par des tirs sur l'ours, et puis on a un sujet particulier sur l'ours, c'est contrairement à ce qu'on croit, c'est que c'est pas un sujet pyrénéen, c'est un sujet Ariège, et en Ariège sur un site particulier. Vous avez 40 à 50, c'est des plantes tigrales. Hein. Dans le cougeron. Ouais, dans le cougeron. C'est plutôt clair, mais peu importe, ils sont 40 ou 30, on va pas. Là-dessus, on ne se battra pas. Mais quand vous en avez 40 sur une zone aussi petite, 40 sur 76. 40 sur 76, vous avez une grosse. Pourquoi ils sont là? Parce qu'ils s'y trouvent bien. Hein. Parce que c'est l'endroit le plus tranquille, parce que c'est un animal qui n'aime pas trop le dérangement et qui est beaucoup moins adaptable, à mon avis d'ailleurs, que le loup. Et là, vous avez quelque chose de. Qui, alors là, pour le coup, vient terriblement impacter l'activité pastorale. Il y avait des gens qui ne peuvent plus exercer leur activité dans des conditions de cette nature. Et puis il y a un deuxième sujet, c'est là que c'est différent du loup. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai toujours été très défiant à l'endroit de dire le loup est dangereux pour l'homme. Globalement, le loup n'est pas dangereux pour l'homme. Bon, c'est pas la peine de nourrir le petit chaperon rouge, tout ça c'est des histoires pour les enfants. L'ours, par contre, il peut y avoir un sujet. L'attaque qui a eu lieu en Italie récemment vient poser une question, parce que je vous donne un exemple simple de ce que disent des agriculteurs. Au-delà de toutes les difficultés qu'ils ont à gérer leur activité, ils ont des bergers et des bergères. Il y avait deux jeunes femmes de 20 à 25 ans. Quand elles sont tout seules là-haut, le jour où elles sont attaquées, avec impossibilité de faire quoi que ce soit, il n'y a pas de capacité de défense. Puisque le chasseur qui avait tiré sur un loup, il est au tribunal au mois de décembre. Sur un ours, il est au tribunal au mois de décembre. C'est quand même, il y a quelque chose qui pour moi me pose un sujet de laisser des jeunes hommes ou des jeunes femmes, moins jeunes, dans des estives en leur disant courez vite. Et l'agriculteur porterait la responsabilité. On est souvent à réfléchir sur la question du droit du travail, en disant on ne peut pas mettre des gens dans des conditions de risque. Vous mettez des gens dans une situation où il y a des ours, où l'ours, pas que ça soit un animal agressif, mais c'est un animal qui ne fuit pas par nature. En tout cas beaucoup moins que l'ours. Bon, là c'est des doubles questions. C'est concentration de l'ours, et deux, quand même, une situation de risque qui est quand même assez solide, on va dire ça comme ça. Pour revenir, on fera une deuxième table ronde bien sur l'ours. Pour revenir sur la création de la brigade loup, pour revenir au loup. Le président de la République s'était engagé lors d'une étape du Tour de France en dîner dernier à créer une deuxième brigade loup composée d'une dizaine d'agents de l'OFB. Ça devait être opérationnel là, en avril. On en est où? Les personnels sont en train d'être recrutés, les moyens sont sur la table. Il y a un petit sujet qui est c'est le Massif central aux Pyrénées. Petit sujet, vous voyez ce que je veux dire? Géographico-politique, le symbolique. Mais en tout cas, pour ce qui est des agents, ils sont en train d'être. Où est-ce qu'on en est aussi sur la simplification du protocole des tirs de défense en tir de défense simple? Il faudrait fusionner, enfin, c'était un préfet loup, préfet référent qui avait suggéré ça, de fusionner tir de défense simple et tir de défense renforcé. C'est en cours de travail interministériel, et dans l'espoir que avant la saison, encore que la saison a l'air d'avoir commencé, mais avant la saison la plus sensible, les choses puissent être un peu calées. Il n'y a pas que cette simplification-là, il y a la simplification sur les indemnisations, il y a la simplification sur les mesures de protection, il y a le statut du chien patou, enfin, il y a plein de sujets en fait. Sur la protection, c'est vrai qu'aujourd'hui, et je veux dire, je pensais que c'était simple, c'est jamais aussi simple en France. Vous avez des éleveurs qui recrutent des bergers ou autres, et ils sont payés 12, 14, 16 mois plus tard. Donc ils font la trésor. Et c'est quand même une trésor avec des gens qui ont des salaires, il faut payer avec des charges. Mais comme c'est une mécanique européenne, évidemment, enfin bref, c'est un sujet dont je suis en train de regarder comment on peut essayer de régler ce problème pour qu'on ne demande pas à quelqu'un de faire l'avance de trésorerie, parce que c'est quand même pas des éleveurs qui gagnent leur vie au point de pouvoir faire des avances de 25, 30, 40 000 euros. Voilà. Donc
toute simplification confondue, il me semble qu'on essaie de trouver un chemin. Après, les sujets plus globaux et plus profonds, moi je regardais vous deux en fait, c'est plutôt parce que c'est un peu vous qui êtes dedans aussi, c'est au travers du plan l'eau qu'on va regarder un certain nombre de choses. Tout ça, c'est là-dessus qu'il faut qu'on essaie d'aller plus loin. Mais on a besoin, il y a sans doute des formes de simplification. Merci. Et une question globale, bien sûr on en posera lors de la séance des questions. Dans le code rural, l'article L113-1 alinéa 8 demande à l'État d'assurer la pérennité des exploitations agricoles et le maintien du pastoralisme, en particulier en protégeant les troupeaux des attaques des loups et de l'ours dans les territoires exposés à ce risque. Est-ce que vous pensez que l'État joue son rôle de protection? L'État essaie de jouer son rôle, mais je pense qu'il y a un éleveur qui pourrait considérer que non. C'est toujours se méfier de ce qu'on écrit dans la loi. C'est assez sympathique d'un point de vue déclaratif. Assurer la pérennité des exploitations agricoles et le maintien du pastoralisme, en particulier en protégeant les attaques du loup, et je pense qu'il y a d'autres articles qui disent qu'il faut préserver le loup et l'ours. Donc il faut qu'on essaye de trouver ce qu'on essaie de faire, les mesures de protection, les mesures de prévention, la question des tirs pour les loups en particulier, les tirs d'effarouchement malheureusement qu'on ne peut plus exercer pour l'instant d'ici de trouver un chemin sur l'ours. Tout ça c'est des mesures qui visent à protéger les agriculteurs. On avait même été... Il y avait une velléité d'un député de nous mettre au tribunal avec mon collègue Béchu pour non-assistance à personne en danger, ce qui était un débat assez intéressant à vrai dire. Mais la vérité, c'est qu'une fois, le fait de l'écrire, si on est là aussi en débat aujourd'hui, c'est que c'est un tantinet plus compliqué que ça, votre affaire. C'est bien la compatibilité qui est en cause. Vous avez raison de souligner que, en tout cas on essaye, puisque les mesures de protection, il y a quand même beaucoup de moyens qui sont mis sur c'est normal. C'est bien la moindre des choses, les mesures de protection, les mesures d'organisation, tout ça vise à essayer de maintenir les activités pastorales, le pastoralisme. Et il me semble que d'ailleurs dans le débat que nous aurons sur le futur plan loup et pastoralisme, la question de regarder si on arrive à tenir cet équilibre ou s'il y a vraiment une forme de recul sur le pastoralisme. On a un modèle d'ailleurs, on est toujours en Italie, ils n'ont pas les mêmes problèmes, mais le modèle du pastoralisme italien n'est pas le même. Et donc c'est aussi comme ça que ça explique les différences. Alors, on dire aux gens, il faut changer votre modèle. Facile à dire qu'à faire, mais c'est aussi ça qui explique les différences et les incompréhensions. Alors Claude Font, je rappelle, merci Monsieur le Ministre, Claude Font, vous êtes secrétaire général de la FNO, en charge du dossier prédation. Est-ce que vous pourriez nous donner les derniers chiffres du groupe national loup en termes de population loup, de dossiers, de brebis, voilà, merci. Je crois qu'ils vont être publiés le 30 avril, non? Ils sont déjà publiés. Les chiffres nous ont été donnés au dernier groupe national loup, début avril, mais avant ça, je voulais peut-être réagir sur les propos du ministre sur les différents points. Vous avez dit beaucoup de choses, Monsieur le Ministre, et notamment sur les objectifs de l'actuel PNA, où il y a deux objectifs. Alors, je ne sais pas si vous les avez objectifs, mais le premier, c'était le maintien d'une population de loups, qui peut se comprendre, mais le deuxième, c'était aussi, vous l'avez dit, le maintien du pastoralisme et de l'élevage. Et pour nous, au niveau profession, le premier objectif, il est largement atteint, puisqu'on a une population de loups qui est passée à 921, pour revenir sur les chiffres, une estimation de la population, alors on pourra revenir peut-être après dans le débat, 921 pour l'année 2022. Et puis, toujours pour aller sur les chiffres, avec un accroissement du nombre de constats et du nombre de victimes de plus de 20% en 2022, même s'il y avait il y avait moins 2% je crois en 2021. Donc vous comprenez bien, et ce malgré un taux de prélèvement avec 169 loups prélevés pour l'année civile 2022. Donc vous voyez que malgré les prélèvements, on a toujours une énorme pression de prédation sur les élevages. Et au-delà des chiffres, c'est une pression, vous l'avez un peu dit aussi, psychologique, enfin, ça atteint l'homme, ça atteint l'éleveur, etc. Mais ça atteint l'homme éleveur dans son activité économique, mais aussi dans son activité de tous les jours, en tant qu'homme, en tant que mari, en tant que femme, en tant que père de famille, etc. Et ça a un impact, au-delà des chiffres, très important sur les éleveurs. 53 départements, vous l'avez dit aussi, 53 départements, avec une
zone historique et une zone de colonisation, et c'est là, je suis allé à peu près sur tous les départements à la rencontre des éleveurs, des fois avec l'administration. On a un énorme travail au niveau professionnel pour pas faire accepter le loup, mais d'aller expliquer le plan loup, ce qu'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire. Des fois, on ne dit pas toujours ce que les éleveurs ont envie d'entendre, puisqu'on est bloqué réglementairement, donc on peut, en termes de responsabilité professionnelle, on ne peut pas tout dire non plus. Mais il y a aussi l'administration à accompagner, notamment au niveau des DDT. Moi, je rencontre souvent les éleveurs, mais je rencontre aussi les DDT, parce qu'il y a un énorme besoin de... Le plan loup actuel, sans parler du futur plan loup, il est compliqué, il est technique, il est très réglementaire, et j'espère que les vœux du préfet référent et de la nouvelle préfète coordinatrice pour le prochain plan loup, d'efficacité, de simplicité et de transparence, vraiment vont apparaître sur ce nouveau plan loup, sur tous les sujets. Vous avez parlé des chiens de protection, vous avez parlé des protocoles de tir, vous avez parlé des mesures de protection. C'est tous les sujets qui sont intégrés dans les groupes de travail. On travaille déjà, le plus avancé sur son protocole de tir avec ce qui a été proposé, ce qui a été relevé par le préfet référent, une proposition de simplification en fusionnant les tirs de défense. Voilà. Et pour rappeler à tout le monde l'objectif de la profession, c'est vraiment une baisse de la pression de prédation sur les élevages. On avait un objectif de maintien de population de loups. Moi, je rêve, jour et nuit, d'un objectif de baisse de pression de prédation. Mais alors là, chiffré. C'est-à-dire trouver des moyens efficaces en fonction des systèmes, puisque vous l'avez dit aussi, c'est plus cantonné au sud-est, qui subissent la prédation depuis 30 ans maintenant, donc on doit poser des vraies questions, et ça s'étend sur 53 départements avec des systèmes d'élevage complètement différents, des mises en lot, etc., où des fois les éleveurs ont 6, 7, 8 lots, en fonction du travail génétique, en fonction du stade physiologique, etc. Et on a un énorme travail à faire au niveau de la protection. On a bien compris que la mise en place des mesures de protection est un passage obligé par rapport au statut réglementé. Et une de nos revendications que l'on a proposées, c'est comme sur les cercles 1, alors je ne sais pas s'il faut rentrer là-dedans, mais comme sur les cercles 1, c'est-à-dire les zones qui subissent vraiment de la prédation, il y a une aide au gardiennage. Il faut peut-être penser une aide sur les cercles 2, c'est-à-dire ceux qui connaissent la prédation, une aide à la mise en place des mesures de protection, parce que l'éleveur, non seulement il subit la prédation, alors il ne l'a pas choisi, il subit la prédation, il la finance en partie. Je fais référence au rapport de la députée Lydie Bonivard. De toute façon, il y a un plafond par élevage, et puis il y a un taux d'aide plafonné à 80% pour la plupart des mesures de protection. Il doit faire le travail, il est contrôlé. Et il est prédaté. Donc, à partir de là, si on ne trouve pas des moyens pour venir en aide aux éleveurs, alors, j'aime pas l'acceptabilité du loup. On n'est pas là. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller sur un objectif de baisse de la pression de prédation sur les élevages, en termes de moyens. Et ça voudrait dire qu'il faudrait augmenter le taux de 19% de prélèvement? Je sais pas ça. Il y a un gros mot qu'on ne prononce jamais. Okay. C'est le mot régulation. Et non, je vous garantis, monsieur le ministre, qu'en groupe national, c'est un mot qui a... Il n'emploie pas de la même manière. En groupe national, on emploie de la bonne manière. Et c'est vrai que... Donc, je veux dire, pour atteindre cette baisse de pression de prédation, un jour ou l'autre, il va falloir maîtriser cette population de loups. Mais encore une fois, on n'est pas sur la chasse aux loups, on n'en est plus là. Au niveau professionnel et au niveau de la FNO en particulier, on est vraiment sur la baisse de pression de prédation des élevages. D'aller chercher le loup, je veux dire,
on est vraiment sur la protection des troupeaux. Merci. Les 19%, comment sont-ils calculés? Pourquoi ce taux de 19% de prélèvement? Avant, c'était 10-12. Et puis, alors moi, je ne suis pas dans les... Est-ce que quelqu'un sait? Non, oui. Monsieur Abel. Bah, en fait, ça sort d'une expertise scientifique du Muséum et de l'ONCFS à l'époque, qui a dit, étant donné le taux d'accroissement, plutôt le taux de survie de la population chaque année, on peut aller jusqu'à ce taux-là sans risquer, en principe, en tangentant, le risque de mettre la population en régression. Donc effectivement, pendant plusieurs années, Claude l'a dit, c'était 10, 12%, 14%, et puis après ça a été 19%, avec d'ailleurs une possibilité qui n'a pas été utilisée d'aller à 21%. Voilà, mais c'est un chiffre, là pour le coup, qui repose sur des données internationales, mathématiques, de dynamique de population, en disant une population, c'est simple, si tu la laisses beaucoup s'accroître, elle va grimper plus vite, si tu la tapes plus fort par rapport à son taux d'accroissement, tu vas la faire régresser. Là, juridiquement, c'est pas possible. Donc, c'est-à-dire que l'État tangente ça, et c'est toujours le charme aussi de nos discussions et des difficultés de l'État. Là, on est à 921, on se rapproche des 1000. Est-ce qu'il y a un seuil supplémentaire par rapport au 19%? Est-ce que c'est comme ça ou... Sur cette estimation de population de loups, il y a un débat, un vrai débat qui a été ouvert au niveau du groupe national loup, savoir si les chiffres reflétaient la réalité. Il y a des expériences qui ont été faites en Savoie où apparemment, quand on met des moyens, on trouve plus de loups. Moi, il y a un chiffre qui m'a étonné, c'était quand on nous a donné l'effectif, l'estimation de la population de 2022, 921. L'année d'avant, en 2021, l'estimation était de 624. C'est des chiffres qu'on a au mois de juin. Et l'estimation de 2021, consolidée par toutes les analyses génétiques, etc., tous les retours des indices, en fin d'année, enfin, en 2021, c'était 783. Ça veut dire, Monsieur le ministre, que la pression de prédation subie par les élevages en 2021 était de 783 loups et non pas 624. Et en termes de prélèvement, à la fin de l'année. En termes de prélèvement, après les prélèvements, ça change en termes de prélèvement. Surtout qu'en 2021, la gestion des prélèvements, il faut se le dire, il y a eu un frein quand même sur l'intervention des louvetiers, notamment, qui sont les plus efficaces en termes de tirs de défense, notamment en tirs de défense renforcés, parce que il ne faut pas dépasser le nombre de prélèvements au 31 décembre. Donc ça, et ça c'est, on peut le vérifier, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a eu un frein au niveau des louvetiers en termes d'intervention en fin d'année 2021 parce qu'on s'approchait du nombre de prélèvements. Alors que si on avait une estimation au plus proche de la réalité, alors c'est un système mathématique qui me dépasse. Je le prends comme on me le donne au niveau de l'OFB. Mais si on est au plus proche, c'est pour ça que nous, au niveau professionnel, on pousse aussi les éleveurs à s'impliquer davantage dans le réseau de l'OFB pour faire remonter des indices, parce que plus on fait remonter des indices, plus on est proche de l'estimation de la population. Merci, M. Font. Jean-David Abel, je rappelle que vous êtes pilote du réseau biodiversité de France Nature Environnement, vous êtes aussi membre du groupe national loup. On cite souvent l'exemple de l'Italie pour montrer que la cohabitation entre l'homme et le loup est possible. Pourquoi en France, l'humanité suscite autant de passion? Et est-ce que c'est possible que la cohabitation puisse exister aussi en France entre le loup et l'homme? Elle existera dans l'avenir, forcément, comme elle existe dans d'autres pays. Mais c'est pas ça que je veux dire. Je vais faire comme Claude, je vais quand même démarrer par un tout petit propos liminaire, parce que je vous l'avais écrit dans un mail. Je pense que l'intitulé de la table ronde m'a beaucoup questionné. Le loup, opportunité ou menace. Alors, menace, on peut le comprendre assez facilement, bien que les menaces essentielles sur l'élevage, c'est des menaces économiques, c'est le renchérissement qu'on connaît, on peut en parler, etc. Et c'est l'international. C'est pas du tout loup. Il n'y a aucun document officiel dans lequel on mentionne le loup, on mentionne tout
les augmentations des intrants, les trucs, les coûts des importations, etc., mais jamais le loup. Donc voilà. Mais menace, on peut tout à fait comprendre, parce que, au-delà du fait que ce soit ça qui met en péril l'élevage, la réalité des contraintes du travail, bien sûr du stress, des arrois et des difficultés, mais aussi du surtravail qui est occasionné aux éleveurs est très important. Par contre, opportunité, je ne sais pas, hein, par l'association française des journalistes agricoles, c'est vrai que moi j'ai pas bien compris. On verra à ma gauche avec voilà. Non mais opportunité pour le pastoralisme, hein, c'est ça la question. Donc moi je pour la biodiversité. Oui, on verra à ma gauche. Non, c'est le loup, c'est pas le pastoralisme. Opportunité, est-ce que le loup c'est une opportunité? Une menace ou opportunité pour le pastoralisme, c'est bien ça que je dis. Pour le reste, évidemment, le loup a un rôle important dans les écosystèmes et par rapport à la régulation des ongulés, on parle suffisamment et on travaille suffisamment dans nos territoires avec les forestiers, avec l'explosion des ongulés, parfois souvent avec les agriculteurs sur les dégâts de chevreuils, de sangliers, etc., pour dire que là, le loup a un rôle vraiment à jouer. Et de là à parler d'opportunité pour l'élevage, voilà, c'était juste ça que je voulais dire en propos liminaire. Sur l'Italie, on est dans des choses un petit peu plus complexes que ce qui est dit en général. Premièrement, l'Italie a cet avantage sur nous que toute la partie sud de l'Italie, toute la botte, a toujours vécu avec le loup. C'est-à-dire que nous, on a eu 4-5 générations, plus de 80 ans, et donc quand on a une césure, moi j'ai transhumé, j'ai des amis éleveurs dans le Vercors, dans le Diois, etc. Évidemment, quand vous avez des secteurs sans loup, sans prédation, etc., vos troupeaux, vos essives et tout, ça n'a rien à voir avec les secteurs. Voilà. Les Italiens, ils n'ont pas ça. Ils avaient déjà des chiens et depuis longtemps, pas des patous, mais d'autres chiens, etc. Et après, il y a quelque chose qu'il faut dire que nous, on dit depuis très longtemps, pour ceux qui ne veulent pas longtemps, c'est qu'en Italie, qui n'est pas du tout organisée avec un État centralisé, colbertiste comme nous, qui maîtrise les choses, qui les met dans des règles, et nous, on est satisfait que l'État français fasse ça. En Italie, c'est régionalisé, c'est beaucoup moins encadré, et en fait, la réalité, c'est qu'en Italie, vous avez, selon les régions et selon les années, 12 à 15 à 18% de la population de loups qui est tuée, illégalement. Donc quand on dit ça bien en Italie et en France, etc., voilà, il faut voir que, non, il y a de la confrontation et que coexister avec des prédateurs, ce n'est jamais facile. Ça ne veut pas dire que le braconnage soit une bonne solution, mais dire que là-bas, ça se passerait très bien et ici, ça serait difficile, non, demandez aux Espagnols, demandez aux Allemands, aux Polonais, etc. Voilà. Donc, je pense qu'il faut, alors là, vraiment, c'est vrai que ça fait partie des sujets du PNA, mais depuis longtemps, d'avoir plus de coopération, notamment au niveau européen, pour pouvoir acquérir des choses, ou dans l'autre sens aussi, hein, voilà, leur transmettre des choses, notamment sur l'expérimentation qui est en France, mais attention, jamais se dire qu'il y a des endroits où ça se passe comme ci, comme ça, quelles que soient les solutions. Donc je pense que pour répondre à un certain nombre de questions que Marc Fesneau a dit et Claude aussi, il ne faut pas euphémiser le sujet. On a, avec la biodiversité, enfin, voilà, vous parlez du héron, vous parlez de la loutre, vous parlez du castor, vous parlez de pas mal d'animaux qui viennent, dont des hommes ou certaines activités humaines se plaignent, les pêcheurs, etc., etc. Mais ça n'a absolument rien à voir. Quand vous êtes avec, pas l'ours, je m'excuse, qui est à plus de 80% végétarien, voilà, mais quand vous êtes avec un animal comme le loup, oui, effectivement, c'est un peu ce que vous avez dit d'ailleurs, hein, il y a à la fois des sujets de coexistence concrets, pratiques sur lesquels il faut qu'on acquiert, qu'on progresse. Il y a déjà énormément qui a été fait par les éleveurs, etc. Mais il faut qu'on améliore encore ça. Et il y a pas mal de propositions, on en parlait dans les groupes de travail du plan national, mais il y a aussi une dimension culturelle. C'est-à-dire, on ne l'avait pas, on l'a de nouveau, pourquoi on nous l'impose, etc. Pendant longtemps, comme le disait, le sous-entendu tout à l'heure, le discours, ça a été, c'est incompatible, mais on n'en veut pas. Et puis de fait, comme il avance, comme il progresse, parce qu'il ne progresse pas parce que nous on le veut, ou l'État le veut, ou d'autres le veulent. Il progresse parce que les conditions naturelles, et notamment le garde-manger français, la déprise agricole depuis 60-70 ans, enfin, si vous regardez des cartes, notamment dans le Massif central et chez nous, enfin chez moi, Drôme, Isère, Haute-Alpes, etc., voilà, la déprise humaine des territoires entiers et les congestions, etc., font que les populations d'ongulés, là je parle simplement des années 60-70, se sont développées par 4, par 5. Hein, pas les moutins et les chamois, mais évidemment elles sont liées beaucoup plus, les chevreuils, etc. Donc il ne faut pas euphémiser pour trouver des vraies solutions. D'abord il faut de la modestie, il faut tâtonner, il faut avancer, et puis il ne faut pas minorer les contraintes et les questions que ça pose à la société humaine, et notamment aux éleveurs, et donc ce que la société leur doit comme accompagnement et solidarité. Et donc par rapport à des choses que vous disiez tout à l'heure, une des difficultés c'est que
quand on regarde ça, pas seulement de Paris, je ne vais pas faire de la démagogie, mais parfois dans les médias, on a l'impression que c'est très manichéen, c'est très il faut les tabasser, non au contraire, il faut les protéger, etc. Moi, ça fait longtemps que nous, et beaucoup d'autres organisations qui sont au groupe national, on accepte, c'est d'ailleurs le cadre dérogatoire de la protection de l'espèce, des possibilités de tir de loup. Simplement, la réalité, c'est qu'aucune autorisation de tir ne protégera votre élevage du 1er janvier au 31 décembre, tous les jours, dans toutes les situations, toutes les nuits, etc. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait d'abord de la protection efficace, d'abord les chiens évidemment, présence humaine, clôture, tout ce qu'on voudra, en tenant compte des conditions d'élevage. Je dis au passage que déjà sur l'arc alpin, les conditions d'élevage sont déjà très différentes. On dit souvent, quand on arrive ailleurs, en Saône-et-Loire, en Limousin, dans les Vosges, on dit oh là là, mais chez nous c'est pas du tout pareil. Et s'il parlait un peu avec certains collègues, je peux vous dire que l'abattement dans le Var, ça existe beaucoup, des élevages laitiers, ça existe aussi, etc., etc. Donc il faut vraiment mutualiser tout ça. Et après, je pense que si on est, c'est ça que je veux dire, pour finir, excusez-moi d'être long, sur le groupe national loup, mais il faudra me corriger, ce qui me semble très important par rapport à quelques années, c'est qu'on est enfin rentré dans du travail fin et complet, c'est-à-dire que pendant assez longtemps, les groupes national loup ont été des chambres un peu collectives dans lesquelles il y avait un peu des déclarations théâtrales, des postures, et c'était normal, tout le monde avait des choses à faire valoir. Mais à partir du moment où l'État a accepté, sur la proposition des uns et des autres, de faire des groupes de travail techniques sur la protection, sur le tir, sur les chiens de protection et leur statut, pour ne pas mettre en danger les éleveurs, sur la recherche, sur, etc., sur les bergers, très important, métier de berger, etc., et bien là, vous avez des groupes de travail de 20, 25, 30 personnes qui en général connaissent plutôt le sujet et dans lesquelles on peut vraiment, sans être d'accord du tout évidemment, sur toute une série de choses, avancer et nourrir le prochain plan. Et ça me semble vraiment important parce que, je vais refinir une deuxième fois là-dessus, par rapport à ce que vous disiez, le plan, c'est pas quelque chose qui est négocié. C'est pas la profession, les associations de protection qui disent on fait ça, etc. On propose, on discute, on critique, on teste, et puis après c'est l'État, donc c'est la responsabilité d'arbitrer, de dire, et puis d'ailleurs l'État se fait souvent critiquer par nous, par le monde de l'élevage aussi, c'est un peu, on est tellement sur une ligne de crête fine dans l'équilibre entre maintenir un pastoralisme pérenne et permettre la viabilité d'une population, la viabilité réelle d'une population de loups, que voilà, on est dans ces difficultés. Voilà. Merci, c'était important de le préciser. Alors, le temps passe vite. À ma gauche, Thomas Reichler, vous êtes doctorant à l'Université de Strasbourg, fondateur de la Maison du Loup, association de protection du loup en Alsace et en France, et membre du comité Loup Massif du Jura. Vous êtes sur un projet de création d'un écoparc sur le retour du loup en Alsace. Vous êtes intervenu avant-hier, je crois, sur BFM Alsace. Il y avait un deuxième loup qui est passé sur le secteur, dans le Pont-Rocheberg. Vous êtes professeur aussi d'histoire-géographie. Tout à fait. Donc vous voyez le loup comme un atout, pas un ennemi, et même un atout dans l'écotourisme. Alors est-ce que vous pouvez développer un peu votre vision du loup? Alors moi, je vais rebondir sur plusieurs propos, je vous remercie de me laisser la parole. À la fois ceux de Marc Fesneau sur l'ouverture, il y a 5 semaines on a fait une manifestation à Besançon, on a essayé de rencontrer au nom du comité loup Massif du Jura qui s'est créé, le pôle grand prédateur, vous le savez, le préfet qui nous a refusé le vendredi à 17h la rencontre. Alors pour l'ouverture on passera, donc, je suis content d'être là parce que je vais vous donner au nom de mon comité un projet, puisque j'entends beaucoup parler d'adaptabilité et pour moi le retour du loup c'est une vraie opportunité. Ça fait 30 ans que le loup est là, on est le pays qui tirons le plus de loups chaque année en France, 169, cette année 174, qui dépense entre 20 et 30 millions d'euros, et on est le pays où il y a le plus d'attaques. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas suffisamment. Vous parliez de présence humaine, il me semble qu'il y a un des volets qui me paraît très important, c'est la présence humaine et la formation dans des lycées agricoles, et là je parle au ministre de l'Agriculture, moi je suis enseignant au ministère de l'Éducation nationale, et quand j'interviens à Montmoreau, il y a 2 mois de ça, quand j'interviens en Alsace, à Witzenheim, quand j'interviens dans les lycées agricoles, où les JA m'interrogent, et où je leur parle du projet, je leur parle de tiens, pourquoi on n'a pas mis en place un plan de prévention et de professionnalisation des aides bergers qui permettrait de créer, le soir venu, comme ça s'est fait au canton de Vaud, avec Opal cet été, pas juste un pastoral loup sur 2 ou 3 mois comme le font certaines associations, et c'est déjà très bien qu'elles le fassent, mais de mettre en place un vrai métier dans les lycées agricoles, de formation, labellisation,
avec une vraie formation reconnue partout en France, qui n'existe pas, et qui permettrait de suppléer les éleveurs, qui justement, on parlait de choc psychologique tout à fait, quand ils ont des attaques, de les aider le soir venu, pour qu'ils puissent dormir sur leurs deux oreilles et d'avoir cette présence humaine. Le loup, il n'a peur que d'une chose, c'est de la présence humaine de l'animal vertical que nous représentons. Les chiens, les patous, on voit les problèmes que ça impacte les marmottes, ça impacte les attaques sur parfois les touristes, etc. On n'a pas les bons chiens. Mon ami Jean-Marc Landry va au Portugal pour en chercher. On pourra en parler des heures. Il y a des chiens beaucoup plus malléables qu'on ne va pas chercher. Il y aurait une étude à faire sur l'ensemble des chiens de protection en Europe, dans les Balkans notamment, qui n'est pas faite, que j'ai présentée au Parlement européen de Bruxelles. Il y a plein de choses à faire. Mais je pense qu'une des solutions majeures, c'est la présence humaine. Le loup, je l'ai testé, je suis allé dans un parc à loups du Gévaudan, j'ai croisé une centaine de loups dans ce parc. La Cadmiatorie, vous approchez du loup, vous tapez dans les mains, c'est dans un parc, ils ont peur de l'animal vertical que vous représentez. Présence humaine, plus chien, plus clôture. On a vu à Opale, canton de Vaud, toutes les nuits, aucune attaque sur les troupeaux l'été dernier, quand il y a eu des présences humaines dans le canton de Vaud. Aucune attaque. Zéro attaque. Donc c'est simple, la présence humaine, plus les clôtures, plus les chiens, le triptyque permettra effectivement de limiter l'impact des attaques. Et ça, c'est important. Que le risque loup soit comme un risque quand on prend la voiture, c'est-à-dire il peut y avoir des problématiques, mais on peut vivre avec. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Et sur le plan de l'environnement, le loup, c'est un patrimoine faunistique, un patrimoine culturel, historique. J'ai pas un enfant aujourd'hui qui a peur du loup dans mes classes. Tous les enfants sont, je vais dire, comment dirais-je, étonnés, ils questionnent, interrogatifs, ils ont tous envie d'apprendre sur le loup. C'est un animal qui les fascine. On a une histoire, un millefeuille culturel autour du loup. Vous avez parlé tout à l'heure, monsieur le ministre, du chaperon rouge. Cette culture du chaperon rouge, il faut qu'on en sorte enfin. Il était bleu au Moyen-Âge en passant, et devenu rouge sous Charles-Perrault. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement, la rage, les prétendues attaques du loup sur l'homme, la dangerosité, tout à l'heure on parlait de cela, le loup n'attaque pas l'homme, même dans des conditions très, très restreintes. On a cette histoire très compliquée entre l'homme et le loup. Et il faut effectivement dépasser ces clivages entre les pros et les anti et proposer des vraies solutions. Et je pense que dans les lycées agricoles, de former une vraie labellisation d'aides bergers, j'allais dire centralisée un peu partout en France, c'est une des vraies solutions sur lesquelles le futur plan loup pourrait effectivement trouver des satisfactions pour soulager les éleveurs. Moi je parle de la résilience. Aujourd'hui le pastoralisme en crise, le monde agricole a besoin des aides de la PAC. Aujourd'hui les éleveurs me demandaient, il y a un mois de ça à la Grande Fosse, me disait notamment, nous ce qu'on veut c'est pas vivre des aides, ce qu'on veut vivre c'est dignement. Et d'acheter local la viande avec la concurrence néo-zélandaise notamment pour la concurrence 18 terrains de football, 8 fois plus de moutons que d'habitants, on a une concurrence qui est déloyale et on le sait très bien. Aujourd'hui nos éleveurs, l'écotourisme, il n'y aura plus de neige dans les massifs de moyenne montagne où je suis dans les Vosges, il faudra trouver d'autres choses. Un écotourisme de type, comme en Galice, en Espagne, ou dans les Abruzzes italiennes, d'écotourisme comme mes amis qui organisent des séjours, ça fonctionne, ça peut faire vivre l'éleveur, en complément de ses revenus locaux, en vendant sa viande, estampillée pourquoi pas avec une patte de loup. On ne saura pas effectivement tous les éleveurs, mais en tout cas on pourra permettre à beaucoup de ces éleveurs de pouvoir vivre dignement, c'est-à-dire en achetant directement des produits locavores, directement chez eux, que ce soit du miel, de la viande, du fromage, et j'en passe. Je pense qu'il y a une vraie résilience du loup en termes d'écotourisme et un business autour du loup, je n'ai pas peur de le dire, mais un business où l'éleveur est au centre de la montagne. Non pas le défenseur du loup est en train de dire c'est le loup ou l'homme, c'est le loup avec l'homme, c'est l'homme, le loup dans la même montagne, et d'ailleurs pas que dans la montagne, puisque vous parlez de 53 départements, le loup c'est une espèce plastique qui s'adapte. Quand on sait qu'un loup est présent comme dans le Jura, vous parlez de non-protégeabilité, monsieur le ministre, sur les œufs des bovins, oui, puisqu'il n'y a rien qui a été mis en place sur les bovins justement, et les loups justement s'adaptent et attaquent justement des bovins, parce qu'ils ont bien compris que les bovins sont bien protégés. On est sur des filières justement comptées avec des pollutions qui sont très importantes. Je crois que remettre l'éleveur au centre du système, sur quelque chose qui n'est pas un éco-pastoralisme de qualité, mettra en quelque sorte des lettres de noblesse au métier d'éleveur. Je crois que c'est très important. Pour moi, le loup, c'est une chance, et c'est une question de génération et de turnover, et je pense que dans 20 ans, on aura dépassé, selon moi, ce débat. Merci. Merci pour votre vision. Donc c'est pour ça aussi qu'on a gagné opportunisme. Même pour, d'après ce que vous dites, même pour des éleveurs dans l'écotourisme. Monsieur le ministre, une réaction par rapport au lycée agricole et ce que dit M. Pfeiffer par rapport au métier d'être berger. Non, je vais plus avoir une réaction générale, d'abord. D'accord, allez-y. Je vous assure que c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Je vous le dis très franchement. D'ailleurs, vous avez deux personnes qui sont impliquées depuis 25 ans ou 30 ans sur le sujet, et que j'ai pas entendu dire autre chose que d'essayer de trouver des solutions. Alors, le Yaka Faucon, c'est formidable, hein.
aller expliquer à des éleveurs que c'est plein d'opportunités, je vous le dis très franchement, si vous voulez aller à la conflictualité, il faut exactement faire ce discours. Et vous n'avez pas entendu, nous ne sommes pas des mêmes obédiences, nous ne parlons pas du même point de vue. Mais aller expliquer à des éleveurs qu'ils ont une chance formidable et que c'est ça le sujet, je vous le dis très franchement, je pense. Au moins, on pourrait partager l'objectif qu'il n'y ait pas de conflictualité. Là, vous dites qu'il n'y a pas de conflictualité, parce qu'après, il n'y a pas de problème. Bon. Deuxième élément, je réponds sur la question des bergers. Très bien. Tout ça, c'est un peu aussi du yak à faucon, parce que je forme des bergers, j'en ai besoin plutôt l'été. J'en fais quoi l'hiver? Deux, vous dites on met 20 à 30 millions. 20 à 30 millions, non. Vous confondez les chiffres, pour être très précis. On met 5 à 7 millions pour l'indemnisation, on met 30 à 40 millions pour la prévention. C'est bien ça que vous demandez. Donc, s'il n'y avait pas ces mesures de prévention, il y a des gens là, à ma droite, qui vous expliqueraient, alors là, on aurait beaucoup plus d'attaques de loups encore. Donc, allez dire que l'État fait rien et qu'on fait rien et qu'il y a des gens comme vous, très bien, qui nous expliqueraient, pas à moi, mais à ceux qui sont passés avant moi. Non, mais, excusez-moi de dire qu'en termes de prévention, vous dites on met 20 à 30 millions pour rien. Ah non, on ne met pas 20 à 30 millions pour rien, on met 20 à 30 millions pour essayer de limiter la casse. Objectivement, je vous le dis. Moi, je vais les mettre en amont, pas après. Et c'est en amont la prévention. Ah si, puisqu'on n'a pas d'être berger le soir présent. Non mais, Pourquoi vous monsieur, combien il y a de millions qui sont mis sur la prévention? Pourquoi vous Combien il y a de millions mis sur la prévention? Il faut être précis dans la vie. C'est près de 40 millions. Combien sur l'indemnisation? 5. Donc la priorité, elle est bien sur la prévention. Mais ça ne fonctionne pas, visiblement. Comment? Ça ne fonctionne pas puisqu'on a des attaques. Alors vous proposez quoi? D'en rabattre sur la prévention? Vous n'avez pas compris. Je vous proposais de proposer une professionnalisation des Mais éleveurs monsieur, qui permettrait une présence humaine je ne vais pas m'agacer, mais d'ailleurs je m'agace. Mais vous répondrez, je vais juste dire un mot. Il y a des mesures de prévention, la question des bergers, elle est traitée d'ailleurs dans le plan loup et dans le futur plan loup. On rémunère des bergers, il y a des gens qui sont formés. Il faut aussi attirer dans le métier, c'est pas une chose simple. Ça n'est pas nier la question du loup, d'ailleurs vous ne m'avez pas entendu du tout, aucun acceptable m'a entendu dire qu'il ne fallait pas qu'on essaie d'avancer sur ce sujet. Mais le sujet posé dans les alpages, au sens premier du terme, n'est pas le même que celui qui arrive en Bourgogne-Franche-Comté. C'est pas de même nature. Et dire que c'est, comment dirais-je, d'évidence connue que, comment dire, c'est simple de protéger ces troupeaux-là, la réponse est non. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer d'y travailler, pas essayer de trouver des mesures. Mais je vous permettrai de dire juste une chose. Je me méfie toujours quand quelqu'un dit à une tribune il faut zapper la culture et l'histoire de la culture. C'est pas parce qu'il y a le chaperon rouge qu'on va faire oublier aux gens qu'il y a le chaperon rouge. On peut juste dire qu'il y a des choses nouvelles. Non, moi, je ne suis pas le maître des pensées. Hein. Ça fait partie de l'histoire. Moi, je ne nie pas l'histoire. Quand on commence à nier l'histoire et à dire cet imaginaire-là, il n'a pas existé, je pense qu'on fait une erreur. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas construire un autre imaginaire, mais pas en écrasant l'imaginaire précédent, il me semble. Si vous avez dit qu'il faut oublier le chaperon rouge, peut-être qu'on passe à autre chose. Vous n'avez pas compris. Donc, visiblement, vous avez dépasser l'imaginaire. Dépasser cet imaginaire. Passer à un autre imaginaire. Eh oui, passer à un autre imaginaire. Et c'est la doctrine de la pensée, ça, pardon. Article 1, il n'est plus pensé petit chaperon rouge, ça existe. Certes, les jeunes générations, elles y pensent. Monsieur, un vrai décalage de pensée. Monsieur Fond d'abord, et après, Si je peux me permettre, après on va passer au séance des questions dans la salle. Moi aussi, ça m'agace. Je veux dire, les gens qui sont remplis de certitudes et je reprends vos propos, hein, monsieur le ministre, hein, il y a qu'à Faucon, heureusement que vous n'êtes pas au groupe national loup et on veillera que vous n'y soyez pas. Parce que, je veux dire, c'est pas comme ça qu'on va avancer sur ce dossier et c'est pas comme ça qu'on veut travailler le dossier. Je veux dire, il faut être un peu humble sur ce dossier, que les solutions, on les trouvera collectivement et c'était un peu le sujet d'aujourd'hui. Qu'on s'y emploie avec l'administration. Je voudrais en profiter aussi pour remercier les services de la préfète coordinatrice et du préfet référent, que ce soit la DRAF et l'ADREAL, parce qu'on fait vraiment... alors, c'est pas du travail qui se voit forcément pour les éleveurs au jour le jour, mais là, on est au mois d'avril, les troupeaux commencent à sortir, et je vous garantis que ce n'est pas avec ces propos-là qu'on va rassurer les éleveurs qui sont terrifiés à sortir de les brebis des bergers. Donc il faut être prudent sur ce dossier.
il faut essayer de trouver des solutions adaptées. Et c'est pas avec ces propos-là, enfin, moi je comprends pas vos propos. Vous êtes rempli de certitudes, vous avez la solution, vous avez votre solution, vous avez votre idéologie, vous avez le droit, hein, mais vous ne vivez pas sur la même planète que nous. La planète est là. Non, mais je suis désolé, mais... faire l'avocat du diable, mais ouais, ça fait... Quel diable? Le diable, c'est vous pour le moment. Non, mais attendez, attendez, non, mais attendez, je veux dire, pensez aux éleveurs, moi j'ai beaucoup de respect aux éleveurs qui sont prédatés jour le jour depuis plus de 25 ans, depuis même 8 jours, 10 jours, qui sont effondrés dans leur métier, dans leur vie, je l'ai dit tout à l'heure, dans leur vie d'homme, dans leur vie de famille, etc. Enfin, oui, mais c'est un point de vue. L'autre jour aussi, on a invité monsieur à cette tribune, c'est un point de vue qui fait partie de la société et il serait dommage de ne pas en parler puisque c'est une réalité. Et l'ignorer, c'est passer devant ce que pensent les jeunes générations. Donc, c'est vrai que c'est un dossier où il faut rester tout à fait humble, c'est vrai où il y a beaucoup de souffrance et beaucoup de pression mentale des éleveurs, j'ai fait beaucoup de papiers là-dessus, mais M. Pfeiffer représente un point de vue. Monsieur Abel, bien réagir. Est-ce que, d'abord, et a fortiori ici et entre nous, je pense qu'il n'y a pas de... On peut s'expliquer, mais il n'y a pas de raison de polémique ou d'aller trop loin dans les propos. Et je dis d'autant plus qu'il y a un ministre à ma gauche qui, derrière, a des responsabilités réelles. Je sais ou pas, que j'ai un certain nombre de différents avec lui, mais en tout cas, il y a des responsabilités réelles et je pense qu'il faut parler réellement. Moi, ce que je veux dire à M. Pfeiffer, que je ne connais pas, c'est que j'entends bien que dans les propos, sur le fond, il veut absolument pas exclure l'homme, ni pastoralisme, qui veut mettre ensemble, qui veut faire avec, etc. Et il a dit, on l'entend à plein de moments. Après, ce qui me semble à moi, et je regrette, et je dis comme ça, c'est que, effectivement, l'opérationnalité de la protection, c'est quelque chose de compliqué. C'est-à-dire que c'est pas d'abord la protection marche. Je peux vous dire que si les loups sont passés de 100, 200, 300 à 1 millier aujourd'hui, alors que les dommages pendant ce temps n'évoluaient que de quelques pourcents chaque année, il y a une décorrélation complète entre l'augmentation du nombre de loups, notamment ces dernières années, et l'augmentation du nombre de victimes, c'est parce qu'il y a massivement de la protection. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là, et il faut bien sûr faire plus et faire mieux, pour plus aider le monde de l'élevage, etc. Mais de l'autre côté, et il faut aussi, et là je suis d'accord, qu'il y ait des modules de formation dans les écoles de bergers, parce que la réalité, on était quand même dans une situation, enfin moi je suis à Brésil, dans laquelle il y avait beaucoup de secteurs où il n'y avait pas de bergers, où il y avait mal de bergers, où il y avait des bergers qui étaient payés au lance-pierre, qui avaient des hébergements, je vais rester poli, etc. Donc chaque année ça changeait. Et tous les endroits où ça fonctionnait bien quand on est revenu, c'est quand il y avait des bergers fidélisés, qui connaissaient très bien leur territoire, etc. Donc il y a besoin, et ça fait longtemps que les uns et les autres le disent, que dans les écoles de formation, malheureusement, mais ça je ne sais pas pourquoi, dans le monde de l'élevage, ils embauchent très largement en dehors de ces formations-là, de gens qui se proposent d'être bergers, parce que ça les fait un peu rêver, puis en fait, au bout de 3 mois, 6 mois, parfois 15 jours, ils se rendent compte de la difficulté d'abord des bergers en zone allo, etc. Et c'est pas rare qu'il y en ait qui partent au bout de 15 jours, 1 mois, 2 mois. C'est ça la réalité aussi des éleveurs. Donc, ce que je veux dire, c'est que la protection, elle a été mise en place massivement. Ça ne n'empêche pas qu'il y ait des endroits, elles sont très bien mises en place, que nous on met en question des tirs qui sont autorisés alors que les protections ne sont pas là. On demande d'abord qu'il y ait des études de vulnérabilité qui soient faites avant de, etc. Parce que si vous voulez, si on reprend, excusez-moi, le tableau, hein, vous avez demandé des chiffres tout à l'heure, il y a d'abord dans tous les secteurs à nous des exploitations qui ont 0 attaque. Je suis incapable de dire, l'État ne m'en donne pas le chiffre. Mais même quand vous prenez celles qui ont une attaque, on est déjà presque à 60%. D'accord? Et si vous prenez à l'inverse celles qui concentrent les attaques, vous êtes sur moins de 20-22%. Celles qui concentrent 58-60% des attaques. Ça veut dire que c'est là qu'il faut mettre le paquet en aide aux éleveurs, le paquet en compréhension de pourquoi ça attaque, mais le paquet aussi, M. Seuil a fait parfois en intervention et en tir aussi, parce que c'est des endroits plus compliqués, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que
Enfin, c'est tout ce que je veux dire en fait. C'est que vraiment il faut du sur-mesure, il faut y aller territoire par territoire, etc. Et il n'y a pas, l'homme, le chien, les clôtures, et puis tout va bien. Non, malheureusement, il y a des endroits où ça marche bien, assez facilement, et ça permet déjà d'avoir un peu moins de travail, une vie, etc. Mais il y a beaucoup d'endroits où ça s'est bien passé pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, et tout à coup, vous avez 6 attaques en un an, quoi. Et donc, tac, il faut repenser son système de protection, son système d'effarouchement, etc. Donc, tout le monde doit être... Enfin, moi, je pense, en tout cas, je pense que je ne parle pas que au nom de FNE pour les associations de groupes nationaux, il faut être modeste, et il faut avancer le plus concrètement possible. Et c'est ça le but, à mon avis. Hein. Et c'est pour ça la difficulté, je comprends très bien que pour les éleveurs de base, ils veulent des grosses choses, des simplifications, des facilitations, etc. Et malheureusement, le plan, chaque plan, au fur et à mesure qu'on avance, il doit être quand même dans le détail, dans la précision, etc. Parce que c'est un sujet concret, opérationnel, complexe, où on ne peut pas avoir des règles qui vaillent dans le Var et dans le Limousin, etc. Donc, je suis trop loin. Merci. Merci à vous toutes et vous tous, et à bientôt pour un prochain débat de l'AFJA. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.